Alors, Erev Tov à tout le monde. On est dans la semaine la plus. Pardon? Non, je disais qu'on est dans la semaine la plus sombre de l'année. Bon, on essaie de faire que, malgré tout, avec les Sionim et tout ce que l'on fait, on essaie de ressentir un petit peu le Galut Ashrina, mais bon, c'est pas toujours facile, donc il faut continuer à étudier. Ça renforce les motnaïm, ça renforce les reins. Et grâce à ça, Bezat Hashem, on va ressentir le Gilou Mashiach là, qui est partout dans le monde. Comme d'habitude, je vais commencer un petit ici pour très très court. Vous savez qu'en Amérique, il y a toutes sortes de mouvements internationaux, de chesed, d'aider les pays sous-développés en voie de développement. Un jour, il y a un étudiant juif qui était en Yechid avec le rabbi, donc il demandait au rabbi des conseils à ce sujet. Est-ce que c'était bien ce qu'il faisait? Le rabbi lui répond, bien sûr, c'est bien. La Torah veut qu'on fasse du bien, le Rachama va qu'on fasse du bien à toutes les créatures du monde. Cependant, il y a des Gdarim dans la Torah. Les Gdarim sont les suivants. Les Gdarim sont les suivants. Vous le connaissez tous. Ça commence par le mot Ani Recha Kodem. Les pauvres de ta ville ont la préséance. Il fait que, certes, si un pauvre des nations qui vient vers toi, il faut l'aider. Même on est Kovrim, Metegoïm. Il n'y a personne qui enterre un goy, ben, on a une mitzvah de le faire. Il y a beaucoup d'halachot là-dessus, mais il n'en reste pas moins que les pauvres de ta ville, ceux qui sont proches de toi, ont la préséance. Ça veut dire, il a dit quand même, si tu as tellement de force, tu dois investir toutes ces forces à rapprocher ceux qui sont dans ta ville. Et au Hachem, le clan d'Israël est considéré comme un peuple qui est toujours dans la même ville. Donc, il faut d'abord donner la préséance à ton frère juif et donc t'investir dans ces directions-là. Donc, le rabbi nous donne une anhaga, un comportement qui est pas shoot, mais qui peut sans Shalom négliger toutes les grandes institutions mondiales qui aident certains pays sous-développés, quelquefois avec des catastrophes. On sait que Israël est toujours les premiers à répondre présent pour aider à Pébou. Il y a quelques années à Tahiti, il y a eu des catastrophes. Les premiers qui étaient partis les aider, ce sont les Israéliens. Et ça fait un très très grand Kiddush Hashem. Donc il faut le faire. Il n'en reste pas moins que il faut d'abord se concentrer sur notre frère juif parce que c'est l'action dans notre génération. De toute façon, c'est marqué dans la Torah, comme chacun le sait. Mais le rabbi nous a dit, nous a bien formaté sur ce concept que dans notre génération, le dehors de Mashiach, c'est Avat Israël, c'est faire que tout le cas Israël se sent comme un seul corps et donc ramener tous les juifs du monde. Atem teluketu echad ve'echad b'nei Israël. Vous allez glaner comme ça chaque neshama et quand toutes ces neshamot seront glanées, Bezat Hashem, allez, vas-y. Eh bien, Bezat Hashem, Mashiach va le dévoiler. Voilà, donc ça c'est le point. Il faut le savoir quand même. Il faut aider les autres, mais d'abord, il faut s'entraider entre nous. Alors, puisque nous sommes dans une période, on va dire, de vacances estivales, malgré la pandémie, malgré les problèmes sanitaires que l'on a, on entend partout qu'il y a des foyers de contamination, faites attention. Bon. Donc là, il faut faire attention. Écoutez donc les instructions gouvernementales. De toute façon, ils sont proches des médecins, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Donc, il faut suivre les instructions qui nous sont données. Mais bon, il n'en reste pas moins que maintenant, en tout cas en Europe, c'est la période des vacances, la période estivale. En Israël, je pense aussi, certains ont un petit peu de... Donc, on va parler un petit peu. Si on a le temps, ensuite, on fera un petit peu le mlacha de Shabbat, mais je voudrais parler de certains inyanim, donc des vacances, qui sont quelquefois ignorés, qui sont parfois peut-être pas des halachot, mais sont des anagotes, mais qui sont acceptés dans tout le cas d'Israël. Dans la tzava de Rabbi Yehuda Chassid, il a donné un certain nombre, al Kabbalah, un certain nombre de anagotes, et le Admor Hazaken tient beaucoup de anagotes. Dans son Chanaouk, il rapporte très souvent. Je vais en apporter une qui est beaucoup ignorée. N'ayez pas la bonne idée de cirer vos chaussures avant de partir en vacances. Pourquoi? Ne me posez pas de questions. Je vous dis ce qui est marqué. D'accord?
Donc, lo yimshach min alav beyom shedaato latzet laderer. Première chose. Pas passer une brosse seulement. Si vous un poussière, passer un coup de brosse, il n'y a pas de problème. Mais mettre du cirage et cirer, on ne fait pas. Voilà. Une autre halakha aussi, c'est que faites attention que lorsque vous quittez votre maison et votre voiture ou vos valises sont pleines, vous avez quitté votre maison, il ne faut pas retourner dans sa maison. Il y a rien comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a vraiment oublié un objet important, ou on envoie une autre personne que les voyageurs, ceux qui voyagent, ou bien on essaie de rentrer par une deuxième porte moins utilisée que la première. Voilà donc, deux petites halakhot. Ne me demandez pas la raison, hein, mais que nous acceptons, elles sont marquées, donc comme ça, ça nous protège. Encore un petit détail, quand on remplit ses valises, il est permis de mettre de la nourriture avec des sfarim. Vous savez qu'en général, on ne met pas les deux en même temps, on a peur que les animaux qui viendraient manger la nourriture, ils vont abîmer les livres. Dans la valise, c'est permis. Voilà. Ne pas oublier quand vous partez en vacances, même pour un temps court, et j'ai envie de dire même si vous partez quelquefois pour une journée, une grande sortie dans la journée, prenez l'habitude de prendre des tefilines avec vous, talité de tefilines. On ne sait jamais. Il peut y avoir un petit incident qui fait qu'on ne peut pas retourner en temps et en heure. Toujours d'avoir cette talité de tefilines avec soi. À cause de ça, certains préconisent de ne pas mettre, encore une fois, je ne veux pas donner un sac digne là-dessus, hein, ça dépend des circonstances, mais à tout prix, évitez de mettre vos talités de tefilines dans la valise et mettre ça dans la soute à bagages. On ne sait jamais. Il y a des pertes, quelquefois, lorsqu'on change d'aéroport. Il peut y avoir donc des problèmes. Donc, il faut être makpid de ne pas mettre, dans la mesure du possible, encore une fois, quelquefois c'est impossible, dans la mesure du possible, de ne pas mettre talité de tefilines. Donc, déjà les prendre avec soi et ne pas les mettre dans les valises. Les valises qui sont dans la soute à bagages, les garder avec soi. C'est bien d'avoir ça sur le dos. Voilà. Je vais allumer la lumière. N'oubliez pas qu'il y a une tfilat haderer à faire. Tfilat haderer, on l'a fait lorsqu'on est sorti de quelques kilomètres, disons 4 kilomètres après être sorti de la ville. Si vous prenez l'avion, les poskim disent c'est dès que l'avion décolle, que les roues se détachent du sol, préparez donc votre texte de Tfilat haderer et vous le faites. Un petit détail, vous savez que le Tfilat haderer commence par un Yeratzon. Normalement, une bracha complète doit commencer par Baruch Ata Hashem et finir par Baruch Ata Hashem. Prenez la première bracha de l'Amida, Eloké Abraham, Yisraël, Yaakov, la Gadol, la Gibor, etc. Et enfin, on conclut Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. On commence par Baruch Ata et on finit par Baruch Ata. Ensuite, les autres bénédictions qui suivent ne commencent pas par Baruch Ata parce qu'elles sont smuchot, elles sont à côté de la précédente. Donc, c'est comme si on commençait par Baruch Ata. Je vous dis tout ça parce que Tfilat haderer, on commence par Yehi Ratzon, on ne dit pas un Baruch Ata. Donc, c'est une très bonne anaga. C'est de retenir ça. Quand vous faites Tfilat haderer, essayez de la faire smucha collée à une autre bracha. Exemple, le cas classique. Vous prenez un verre d'eau, mangez un fruit, vous faites Boré Nefashot. Vous faites Boré Nefashot, et tout de suite après, vous faites Yehi Ratzon, tout le Yehi Ratzon de Tfilat haderer. Ou bien, on est allé aux toilettes, on va faire un shayatzar, on fait que le shayatzar soit collé. Un petit détail, j'ai vu récemment dans une note, dans une secha, je crois, il y a Minak Rabat qui vient du Rabbi Rachab, qui dit que tous les jours que nous passons en vacances, tous les jours, il faut faire le Tfilat haderer, sans Shem ou Malchut. On ne conclut pas Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila. On ne conclut pas avec le Shem Hashem. On dit Baruch Ata, on dit Hashem tout simplement, on ne dit pas le nom d'Hashem. On peut se demander, il faut regarder, c'est à la fin de la Tfila. Donc à la fin de la Tfila, on fait le Yiratzot. Rabbi, dans la note, il remarque, il dit quelle est la place de ce Tfilat haderer à la fin de la Tfila? Il dit précisément
Comme ça, on comprend que normalement, il eût fallu que cette tfila commence par un Baruchat Hashem, et comme elle est smoucha, elle est collée à toute la tfila qu'on a fait avant, donc c'est considéré comme si elle commence par un Baruch. C'est vraiment une très très belle erreur, très belle remarque. Donc, les Khatrila, tout ça, bien sûr. Les Khatrila, le mieux, c'est d'être debout. Bon, pas toujours on peut être debout. Très souvent, on est en voiture. Là, la famille, elle fait le. Mais si on peut s'arrêter sur une aire de repos, dans le train en particulier, et dans le train, vous vous mettez debout. Hein, pour les hommes, je ne vais pas vous demander de mettre le gartel, mais la malo, pourquoi pas. Mais la tueta derrière, c'est vraiment une fila. On demande à Hachem de nous protéger. Que ce soit Batzlacha. Une question qu'on m'a demandé une fois, c'est quelqu'un me dit, je la fais souvent par cœur, à tort, mais enfin je l'ai fait, c'est comme ça, je suis occupé. Et je m'embrouille dans le texte. Il y a des mots qui me manquent. Est-ce que j'ai le droit de conclure? Est-ce que j'ai le droit de conclure, dire Baruch Ata Hashem, Shobeat Tefila à la fin, sachant qu'il me manque des mots? Parce qu'ils me disent que si on a dit le Ikar, c'est qu'on demande à Kosh Baruch Hu une Agana et une Atzlacha, une protection et une réussite dans notre voyage. Si on a dit ces quelques mots-là, qu'on soit bien mamash moutzlar dans notre voyage, ça inclut en soi le ikar de la bakasha qu'on demande, et donc on a le droit de finir Baruch Ata Hashem Shomeat Tefila. Alors qu'en général, c'est un chidouche que je dis. Parce qu'en général, on n'a pas le droit de changer les mots, parce que les états de là, quand ils ont établi le texte de la Tfila, chaque mot a son importance, chaque virgule a son importance. On ne peut pas jouer et dire, voilà, on va un petit peu par hasard, un peu au pif. Non, c'est pas comme ça. Chaque mot est important. Donc, c'est important de n'oublier aucun mot. Là, en l'occurrence, c'est une exception parce que, bon, c'est une bakasha qu'on demande à Hachem de nous protéger pendant notre voyage. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que dès que l'avion décolle, on fait Tfilat derrière. Si, bien sûr, si vous faites des escales, on ne commence pas. On est sommaire sur la première. Et ensuite, une fois qu'on arrive à destination, vous savez tous qu'on fait la bracha en général de Hagomel. On fait Hagomel. Alors, une grande marloquette dans les poskim, est-ce qu'on fait Hagomel seulement parce qu'on était dans l'avion et que l'avion, c'est quelque part une sakana, ou bien c'est seulement si l'avion a passé sur une mer, sur un océan. Alors, il y a une marloquette dans les poskim dans cela. Dans les écrits du Rabbi, il y a dans une lettre, c'est machma que dans tous les cas, on fait quel que soit le voyage qu'on fait, même si on fait un voyage sur la terre, en Russie par exemple, en Europe, à l'intérieur de l'Europe, sans passer par la mer, on fait. Il dit que ça dépend de Marloket Mechaber Hama, et c'est Dafkwa les Arba Tsatim Leodot, les 4 qui sont marqués dans le désert, la mer, etc., ceux qui sortent de prison, ou bien non, l'Avdavka, et donc d'après le Rama, c'est l'Avdavka, donc chaque fois qu'on est dans un sakana, il faudra le faire. Seulement, il y a eu des shmot, il y a eu pas mal de shmot qui sont sortis après que le Rabbi aurait dit que non, on ne ferait pas si on ne passe pas la mer. Seulement si l'avion passe la mer, on fait à Gomet, sinon on ne fait pas. Bon, vérifiez si vous avez plus de renseignements sur ces shmot-là, et c'est des shmot qui ont l'air d'être réels. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est marloqué dans les poskim, celui qui fait, c'est sûr, c'est pas Bracha Levatala. Celui qui ne fait pas, peut ne pas faire, toujours bien sûr, si on n'a pas passé la mer. Si celui qui va en Amérique, à New York, c'est évident que tout le monde fait à Gomet. Voilà. Alors, quelques harot. Avec moi, je n'ai pas d'écho là. Gérard, vous êtes avec moi? Oui, complètement, oui. Non, Oui, tout va bien, on vous entend bien. Bien, je n'ai pas l'habitude de ne pas avoir d'écho. Là, c'est bon, il y a du monde. Bon, Non, c'est bon. C'est bon. Alors, on continue. Alors, regardez, quand vous êtes dans l'avion, très souvent, il y a des repas. On fait un grand repas, on fait un repas avec des bons herchérim. Il faut faire attention. Quand il y a un bon hercher, il y a 2 kissouyim sur les plateaux qu'on vous propose. Faites très attention que ne prenez pas la bonne idée de prendre le couteau et de couper le kissouille comme ça avec le couteau, parce que ça se trouve que dans le kissouille supérieur, il était dans un four où il y avait du taref. Et donc, en coupant avec un couteau, vous risquez de faire pénétrer le taref à l'intérieur de votre barquette. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On enlève la barquette supérieure, c'est de l'aluminium en général. Donc, toutes les saletés sont accumulées sur l'aluminium supérieur.
Et comme il y en a deux en général, pas en général toujours, il y a toujours deux kissouim, donc ça ne peut pas traverser l'un à l'autre. Donc vous enlevez le supérieur et vous mangez le reste. Bon. Faites attention que le plat de viande ne soit pas ouvert. S'il n'y a pas un siman dessus, on ne sait jamais. Mais le fait soit dans les fours non cachers, ça ne pose pas de problème parce que les herchérim font attention qu'il y ait deux kissouim, deux éléments qui entourent votre plateau. Voilà, donc ça c'est les hazarotes qu'on doit avoir dans l'avion. Dans l'avion, faites attention aussi, si vous allez vous demander une boisson avec un zeste de citron, faites attention, hein, le citron c'est d'abord harif, on ne sait pas avec quel couteau c'est coupé, donc bon, on peut imaginer que bon, ce sont des couteaux qui sont réservés à cela, mais bon, il faut quand même se méfier, on ne sait jamais. On peut imaginer qu'une hôtesse ou un pilote a besoin une fois d'un couteau pour couper un repas chaud à lui, et donc même que maintenant il est froid, faites de couper un davar harif, le davar harif peut être problématique. Donc si vous prenez un thé, un tonique, un Schweppes tonique avec un zeste de citron, dites vous voulez pas, vous refusez le citron. Voilà. Donc ça c'est donc les dînines dans l'avion. Autre chose, vous savez qu'on a l'habitude de ne pas mettre de nourriture sous un lit, sous un siège sur lequel on s'assoit. Les poskim me disent que quand ce sont des sièges qui sont faits pour être utilisés de manière provisoire à rail, ça sera permis, et c'est très pratique. Hein. Très souvent, vous avez votre sac de nourriture dans l'avion, et très souvent, on est amené à le mettre sous le siège devant, sous son siège personnel. Ce n'est pas interdit. Les poskim me disent qu'il n'y a pas un ruach ra'a dans un yeshiva comme ça qui est araïte, qui est provisoire. C'est bien de savoir. Quelquefois, si on oublie de la nourriture sur le lit, ça peut poser problème. Donc, quelques points à faire attention. Un conseil que je donne, à part le conseil essentiel d'avoir cette qualité de filine, tâchez d'avoir dans votre petit babuchon, d'avoir toujours un verre dur. Vous pouvez prendre un verre en plastique dur. C'est de plus en plus difficile à trouver, mais il n'y a pas si longtemps, on avait le plastique dur qu'on a chez HSR qui durait très longtemps. Vous gardez comme ça un verre un peu grand, vous l'avez toujours dans votre sac. Très pratique. Très souvent le matin, on dort la nuit, on ne trouve pas un kéli pour faire netilat. On doit faire netilat pour manger son pain. On n'a pas de kéli. Alors pourquoi bien pas? Bien, c'est pas vrai. Dans l'avion, il y a toujours des kélim. Sachez qu'il y a une très grosse marque dans les poskim. Si un kéli khat parmi, ça indigne de kéli dans les diatadaïm. Grande marque dans les poskim. Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que lui. Ramoshe Panchan, il dit bon, on s'abstient, mais si Béchatadarak, s'il n'y a rien, aucun choix, on prend un kéli khat parmi, on fait des tilats. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir même en verre, hein, en verre, en plastique dur, un vrai plastique dur qui ne se casse pas. Voilà. Comme ça vous permet de faire des tilats. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut faire des tilats dans les toilettes? Bon, les khatrila, non, bien sûr. Khatrila, non. Mais Bediavat, c'est le seul choix. Vous avez un voyage de 8 heures, vous allez à New York. Vous avez un sandwich, c'est moti, pas toujours, c'est du maisonnote. Et quand c'est maisonnote, quelquefois, quand c'est gros, on a déjà eu l'occasion de parler, qu'on peut être kové à Seouda avec une certaine quantité. Il faut faire un etilat tadaïm et moti et bechet Amazon. S'il n'y a pas le choix, on a le droit de faire un etilat dans les toilettes, dans l'avion. Les avions, bien sûr, on tire la chasse, donc il n'y a rien d'apparent. Donc ça, ce que l'agma appelle le betakissé chez le parsim, que la tsoa partait, elle ne restait pas, elle ne pas sur place. Donc bien sûr, on ne fera pas la bracha à l'intérieur, c'est évident. On peut faire nitiat adaïm à l'intérieur, puis on ressort, on garde un peu d'eau, comme on a l'habitude, hein, minakraban, on garde un peu d'eau sur la paume de la main gauche, on sort, on frotte cette eau-là sur la main, on fait la bracha, on sèche. Après, vous faites un moti. Donc pensez-y, c'est un petit détail, mais des fois on est coincé, on ne sait pas trop comment. Et quand on a passé la nuit dans l'avion, ça va le lendemain, on ne sait pas trop comment faire pour faire des brachot, pour.
Donc, le cas qui peut arriver est le suivant. On est toujours en vacances, hein, on est toujours en vacances. Je ne parle pas de cette semaine. Cette semaine, il n'est pas question d'aller ni à la plage, ni à la piscine, ni tout ça, ni dans les pataugeoires. Combien m'ont demandé pendant cette période-là, on veut mettre les enfants dans les pataugeoires. Pataugeoires, c'est des piscines. Des piscines pendant cette période-là. Quelques jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ben non, on n'y va pas. On est à la mer. Est-ce qu'on peut prendre de l'eau de mer et faire netilat? Eh bien, je vais vous enseigner à l'halakha. La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'eau de la mer, c'est maïm melouchim. Maïm melouchim, on ne fait pas netilat avec. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une netilat qui a un guéder, qui a un statut de tvila. Si on se trempe dans la mer, c'est le meilleur milieu du monde. Une femme qui se tremperait à la mer, elle est théora. Bon, je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'aller à la mer pour faire son milieu, pour diverses raisons. Parce qu'il évite absolument. D'abord parce qu'il peut y avoir du cambouis ou des saletés dans le sable qui s'introduit entre les doigts et ça fait raditza. Ensuite, souvent l'eau est froide et on est amené comme ça à garder ses avant-bras collés au corps, ça fait raditza. Quelquefois, on a honte, il peut y avoir du monde, donc on peut bâcler la. Donc, il y a un certain nombre de hazarot, un certain nombre de raisons qui font qu'on évite d'aller à la mer. Bon. Des cas extrêmes, si un jour vous êtes très très loin dans le Pacifique et tout, là, il faudra demander à votre rave qui vous donne la permission d'aller à la mer dans des conditions très précises. Je ne parle pas de ça maintenant, je parle de faire netilat au bord de l'eau. Sachez que prendre de l'eau avec un kéli et faire netilat, c'est non, parce que c'est indigne de netilat yadayim. Une yadayim avec de l'eau salée, ça ne marche pas. Par contre, si vous faites une tvilat yadayim, et c'est ce qu'il faut faire, vous allez au bord de l'eau, vous trempez vos. On peut le faire même qu'une seule fois. Bon, on le fait 3 fois. On trempe 3 fois ses mains dans l'eau, et on peut faire la bracha de Atvilat Yadaim, sur la Tvila des Yadaim. Alors, il y a beaucoup de marloquettes sur cela. Quelle est la bonne bracha? Je vous en donne une. Voilà. Vous êtes au bord de l'eau, vous n'avez pas de l'eau douce, vous n'avez pas de kéli, hein, c'est une catastrophe. Ben, vous allez au bord de l'eau, vous trempez les mains dans l'eau, et le fait de tremper ses mains dans l'eau, ça donne un din, comme si on a au mikvé. On fait Altvilat Yadaim, quand même bien pratique, hein, de pouvoir manger, si un jour vous êtes au bord de l'eau, dans une place bien sûr discrète, où il n'y a pas d'état revote, pas de mélange et tout, hein, mais bon, on trouve beaucoup. Hein. En France, il y a beaucoup d'endroits où on peut se trouver comme ça, des endroits discrets, en marchant un petit peu, où on peut faire cette chose-là. Voilà. Donc ça, c'est le din de Nitiat Yadaim. Maintenant, si on n'a pas d'eau, il y a un cas extrême. Imaginons un cas comme ça. Il n'y a pas d'eau de mer. Il n'y a plus d'eau pour faire netilat. Il y a un terre. Je le donne avec beaucoup de prudence parce que c'est des cas vraiment extrêmes. Je les donnerai plutôt pour les enfants plutôt que pour les adultes. Mais la question m'a été soumise pour les gars d'Israël. C'est arrivé une fois, il y a toute une classe qui s'est retrouvée avec leur sandwich et tout, il n'y avait pas d'eau. Alors il y a un terre. Encore une fois, Béchat Dachak, c'est aucun choix. Le meilleur cas, c'est avec des gants. Voilà. Imaginons que vous ayez des gants. Maintenant, on a beaucoup de gants à cause du Covid-19. Mais des gants en plastique, mettez des gants et on peut faire motzi et manger le pain et faire Birkat Amazon sans faire netilat. Attention. Je dis bien mettre des gants ou un habit, tricot, disons 2 tricots. On a 2 tricots, voilà, on les met dans les mains et on a les mains qui sont entourées par tricot. Je ne dis pas qu'on prend le sandwich et qu'on l'entoure avec du papier aluminium ou avec un tissu. Non, pas ça que je parle. Parce que si vous entourez avec du papier aluminium et vous attrapez avec la main, ça s'appelle que vous attrapez avec la main le sandwich. Ça, c'est interdit. Même qu'il y a un kissouille, ne touchez pas le pain directement. Le ignan, c'est autre chose. Le ignan, c'est que c'est la main qui est couverte maintenant. La main est couverte. Ou dans des gants, c'est le top, ou bien avec un tissu, et on mange. Voilà. Ça existe. Sachez que ça existe. Un cas Shafadachak Gadol. Si on n'a pas le choix, on peut utiliser ce terre-là.
Bon, en vacances, c'est bien de connaître les cas exceptionnels. Bon. La neige aussi. Bon, je ne sais pas si c'est tellement d'actualité pour vous en Israël. La neige aussi, on peut même tremper parfois sa main dans la neige. Et ça marche aussi. On peut faire une itilade de cette manière-là. Ensuite, quels sont les autres problèmes qu'on a quand on est en vacances? Je vais parler donc de Birkat Haderer, Filat Haderer, à Gomel, faire attention à la cache-route dans les avions. Un point que j'ai oublié parfois, quand vous faites vos brachot, faites attention qu'il n'y ait pas un problème de tefar mégoulé. C'est quoi tefar mégoulé? Un tefar, c'est 8 cm. Si un homme est devant une dame qui a 8 cm découvert dans les endroits qui doivent être couverts, ça veut dire 8 cm au-dessus du genou ou 8 cm au-dessus du cou. Une femme étant en t-shirt comme ça, vous avez une femme en face de vous, je parle aux hommes, qui a 8 cm, on ne peut pas faire une maraha devant. Si elle n'a pas la tête couverte pour une goya, c'est autre chose. Ça, il y a des coulottes parce que bon, elles n'ont pas l'habitude de trouver les. Mais si elles ont au-dessus du genou, au-dessus du coude, 8 cm découvert, et c'est très, très, très fréquent. Hein, j'ai voyagé la semaine dernière, malheureusement, avec ça. Donc, il faut absolument se mettre dans un coin, tourner la tête et s'arranger pour faire sa bracha sans que le tefar mégoulé en question il soit dans mon champ de vision. C'est un petit détail, mais qu'il est bon de se rappeler. Je vais vous faire sourire un peu, mais ce sont les premières halachot que les rabbanim qui sont Messader Kiddushin apprennent. Simana Inahe dans le Shulchan Aruch, dans le Chaim. Des fois, vous trouvez sous une choupa avec un manque de tzniut, on a beau prévenir les gens et tout, il y a un invité qui n'est pas tzniut. Donc, il y a une belle-mère qui vient avec des épaules découvertes. Donc, c'est un vrai problème. Parfois, on demande de couvrir, il y en a qui acceptent, et ceux qui n'acceptent pas, donc il faut que le Rav s'arrange pour sortir le tefar mégoulé de son champ de vision, et de tourner la tête. Parfois, on fait ça, et quand c'est impossible, on a une etzah, retenez ça, hein, ça peut servir hein, dans le quotidien, dans le train, dans l'avion, c'est du quotidien. S'il n'y a aucune autre solution, dans tous les champs de vision que vous avez autour de vous, vous avez des choses comme ça qui sont découvertes. Il nous reste encore la solution qui est proposée par le Tzemar Tzedek, c'est de se concentrer sur son texte, hein, d'avoir son texte devant soi. Hein, le Rab, il aura le petit texte avec les brachot qu'il va faire lors du mariage. Donc, il met ses yeux sur le texte et il ne regarde pas ce qu'il y a autour. Bon, c'est la dernière, bien que dans son champ de vision, dès qu'il lève les yeux, il y a des choses qui ne sont pas tzniut. Malgré tout, à pied à la fin, ça marche d'après ce Tzemar Tzedek et d'autres poskim, s'il y a, encore une fois, aucun choix. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Avant de passer à un autre sujet, allez, des questions? J'ai une petite question, s'il vous plaît. Allez-y. Quand vous avez dit qu'on doit faire Filat Hader dans l'avion lorsqu'il décolle, mais si par exemple pour aller à l'aéroport, on passe par des endroits où on est déjà obligé de faire Filat Hader, par exemple dans des grands champs, est-ce qu'on doit attendre d'être dans l'avion ou on est obligé de faire dès qu'on est dans les champs? C'est une très bonne question. Je parle de BOV, je parle d'un cas courant. Disons à Paris, voilà, on est dans la région parisienne, on va à Orly, on va à Roissy. En France, il y a des petits villages partout. C'est vrai qu'il y a des grands axes, donc on n'a pas l'habitude de faire de Fiat Haderer quand on va d'ici jusqu'à Roissy. Donc on le fait quand l'avion part. Mais je peux très bien imaginer, et j'ai un cas, j'étais à l'étranger cette semaine, il est clair que l'aéroport est excentré. Pachout, entre l'aéroport et la ville, on fait 30 km dans la campagne. Dans ce cas-là, c'est évident que lorsqu'on va reprendre l'avion, on est dans la ville. Bon, pour rien vous cacher, j'étais à Cracovie, bon, Hachem, c'est la ville du Rama, du Bar, du Maït Hadash. Il y a une grande chance d'être mis là-bas sur la tombe du Rama, le grand Rama qui a fait le Shulchan Aruch, les rajouts du Shulchan Aruch sur le Beth Yosef. Eh bien, pour aller à l'aéroport, c'est sûr et certain qu'on ne passe pas des campagnes, des kilomètres et des kilomètres. Donc, c'est sûr qu'on a fait Filat Haderer avant d'arriver à l'avion. Donc, ça répond à votre question.
Le cas dont j'ai parlé, c'est quand l'aéroport est à côté de la ville. Autre question? J'ai une autre question par rapport au 9 av. J'ai un documentaire sur le Beth Amikdash qui dure à peu près 2 heures. Et bon, je vais le voir après Hatzot. Mais dans le documentaire qui décrit toute la construction du Beth Amikdash, il y a une petite musique de fond calme qui n'est pas du tout. On n'a pas envie de danser dessus. C'est calme, c'est reposant. Et je voulais savoir si on pouvait voir le documentaire très intéressant malgré cette musique. Oui, je comprends ce que vous demandez. En plus, je suppose que il n'y avait aucun commentaire parlé. C'était juste des images, je pense. Ah c'est ça? non, c'est en hébreu, c'est un grand professeur qui explique toutes les parties du Beth Amikdash. C'est super intéressant. Ça prend 2 heures, donc c'est passionnant. Et je ne sais pas pourquoi ils mettent une petite musique douce, calme, et puis de temps en temps, il parle et puis il remet la musique. J'ai envie de vous répondre que si c'est vraiment une musique qui n'éveille aucune simcha, vous voyez, c'est juste pour faire un bruit de fond, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Pour moi, je pense que si c'est une musique chassidique qui est entraînante, il ne faut pas. Mais ça dépend de la musique qu'il y avait. Mais très souvent, dans ce genre de commentaires, c'est une espèce de musique de fond qui est un peu triste et c'est tout. Mais je pense que ça, c'est moutard, ces cas-là, je pense. Il y a du rythme et tout, il faut pas. Rav, j'ai une petite question, c'est possible? Allez-y, oui, je suis là pour ça. Bon, je vais vous poser la question après. De Natania à Ben Gurion, je ne sais pas comment on fait, mais disons, si je suis à Yerushalayim et je veux aller à Ben Gurion, enfin à l'aéroport. Un jour, j'étais avec Rav Groner dans la voiture de Yerushalayim à Natania. Il m'a dit, réveille-moi à Shahar Haggai, c'est le moment où on doit faire Tfilat Haderer. Alors, comment je fais si je vais Yerushalayim à Ben Gurion? Écoutez-moi, je ne connais pas la topologie des lieux, mais si, en quittant Yerushalayim, il y a une parsa, c'est-à-dire il y a déjà 4 kilomètres où il n'y a plus de village, il n'y a plus des maisons éparpillées, vous pouvez faire Tfilat Haderer, bien sûr. Vous pouvez faire. C'est à vérifier, je ne connais pas très bien le. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Orly-Roissy. Je ne sais pas si vous connaissez la France. Il n'y a aucun endroit, partout où vous allez, vous marquez, il y a toujours des petits villages, des maisons. Oui. Oui, mais je pense, en sortant des Yerushalayim, je pense qu'il y a des endroits vides. Auquel cas, il faut faire, bien sûr. Bah, moi, il m'a dit à Shahar Haggai, réveille-moi. Dis-moi qu'on arrive à Shahar Haggai. Mais c'est où? Je ne connais pas. Shahar Haggai, c'est quand vous descendez de Yerushalayim, c'est quand vous descendez de Yerushalayim. Enfin, bon, je ne sais pas combien, en kilomètres, je ne sais pas, mais c'est un Shahar Haggai, je ne sais pas quoi. C'est tout de suite, quoi. Ça veut dire, c'est ça. Ouais, c'est au bout de la descente, si vous voulez, quand on descend, quand ça devient un terre-plein, quoi. Oui, parce qu'il estime que c'était déjà, on était dehors, il y avait des endroits voilà. Des maisons éparpillées, mais c'était vide. Donc ça, je suis sorti de la ville. Une part, ça, c'est 4 km, c'est rien, 4 km. Non, la question, c'était par rapport à la dame, ce qu'elle a demandé, on fait aussi, même si on pense à prendre l'avion, quoi. Ah, j'ai répondu ça tout à l'heure, c'est évident. C'est ça. Ah, donc on fait 2 fois, si Dieu veut, quoi. Ah non, on ne fait pas 2 fois, pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est ça. Si vous avez un grand chemin avant d'arriver à l'aéroport et que dans ce chemin, il y a un vide de 4 km, vous le faites tout de suite et puis quand vous prenez l'avion, vous ne recommencez pas. Moi, bah voilà. Ah, d'accord, ok. Ah, okay. Moi, je parlais pour nous, les Français, Orly, Roissy, on ne fait jamais de Tfilat Haderer. Oui, d'accord. Voilà. Ah, ok, d'accord, on ne fait pas 2 fois. Merci. Non, on ne fait pas du tout. Bon, de toute façon, on ne prend pas l'avion en ce moment. Non, écoutez, je vous dis, moi, j'étais à Cracovie, j'étais allé pour une shrita, une grosse shrita en Pologne. Et bon, on a voyagé, hein. On avait le masque, mais on a voyagé. Attention. Ah non, mais tant mieux. Espérons que ça s'ouvre. Moi, j'habite en Israël. Enfin, bon, bref. Rav, j'ai encore une question, s'il vous plaît, par rapport au shiurim que vous avez déjà fait. Quand on parlait de Tochen à Shabbat, alors par rapport à un petit bébé, que ce soit dans les jours de semaine ou dans Shabbat, on coupe très petit les morceaux.
Donc, il n'y a pas de différence entre couper une banane, par exemple, dans la semaine très petite et Shabbat. Est-ce que Shabbat, ça s'appelle quand même Tochen? Donnez-moi un exemple. Un exemple. Par exemple, la banane du petit bébé, je fais des morceaux moins d'un doigt. Vous avez dit que la limite, c'est un doigt. Donc, la semaine, je coupe la banane moins d'un doigt. Est-ce que Shabbat, je suis obligée de couper la banane de Oui. plus d'un doigt? Ou alors, comme j'ai ma référence de base de Chol, donc ça permet de ne pas faire le histoire de Tochen. Non, quand même. Les poskim disent que pour la banane, il faut l'écraser avec rappelez-vous, avec le manche de la cuillère. Vous vous rappelez? Oui. Moi, je donne l'habitude, à la maison, on a l'habitude. Quand on écrase une banane pour les bébés, on écrase avec pas le dos, le manche de la cuillère. On attrape Alors, d'accord. Alors, on ne va pas parler d'une banane, on va parler d'une pomme. Est-ce que je peux faire des petits morceaux de pomme de la dimension de celle que je fais pendant la semaine? Si vos petits morceaux, le guéder est donné par les chachamim, si les petits morceaux, rappelez-vous le guéder que j'ai donné, c'est l'épaisseur d'un doigt. Si vous faites des petits cubes qui sont plus petits que l'épaisseur d'un doigt, c'est déjà trop rien, on ne fait pas. Sauf avec un chinois. Sauf avec un chinois. D'accord. Ah, d'accord, merci, j'ai compris. Merci. Pas de problème. C'est bien, en tout cas, Khazak, madame, hein, vous êtes dans ce qu'on a fait, c'est très bien. Je suis content que les gens ils apprennent des halakhot, on fait attention. Voilà. Autre question sur ce qu'on a dit? Oui, par rapport aux musiques, les nigunim qui sont sans musique, qui sont chantés par le rabbi, on a le droit de les écouter pendant les 3 semaines, les 9 jours. S'il n'y a aucune musique, et que c'est vraiment des nigunim comme ça, tristes, de Girgoïm, bon. Oui, on peut dire que s'il n'y a aucun son de musique, vous voyez. En ce qui me concerne, moi, je dis aux gens d'éviter. Si ça vous donne vraiment du plaisir et tout, il vaut mieux éviter. Mais, après le dire, c'est marqué, c'est les instruments de musique. On a le droit de chanter, par exemple. Shabbat, c'est sûr qu'on a le droit de chanter. Mais en général, quand vous avez donné l'exemple d'un nigoun du rabbi, bon, nigoun du rabbi, c'est sûr. Mais il y a des nichoirs, des fois, qui sont très, très, très bien faits, voilà, très rythmés, etc., en chantant. Ça à éviter, vous voyez. Et surtout, la limite entre le nichoir et puis Abraham Fried, des fois, elle est très fine. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est un enregistrement, ça veut dire c'est l'enregistrement quand le rabbi il chante. Oui, ça, on a le droit d'écouter? Oui, ça, je pense que si vraiment quelqu'un il a un goût pendant ce moment-là, il va Tsama le Hanafshi, c'est sûr que ça. Voilà. Si vous le chantez vous-même, vous allez pouvoir le chanter vous-même. D'accord. Et une deuxième question par rapport à Shabbat, les petites tomates cerises qui sont vendues dans les barquettes et qui comportent des trous, si on les rince pendant Shabbat, est-ce que c'est considéré comme une passoire quand l'eau elle coule? Vous savez qu'il y a des trous dans les petites tomates. Vous avez vu qu'il y avait des trous? En fait, il y a plusieurs types de barquettes. Il y a effectivement des barquettes où il n'y a pas des trous, mais il y a des petites tomates, enfin les tomates cerises. J'ai compris. Il y a de la cellophane, vous voulez dire? C'est vraiment en plastique. Hein. Plastique ou cellophane troué. Ouais. Mais je ne vois pas c'est quoi cellophane, vous parlez. Vous avez une barquette avec du plastique qui recouvre la barquette, c'est ça? Oui, c'est une barquette transparente de tomates cerises. Et les trous, ils sont où? Et les trous, ils sont en bas. C'est les trous d'aération. De la barquette? Voilà. Donc ça veut dire, vous êtes en train d'arroser, vous passez sur le robinet pour nettoyer les tomates. Écoutez, ça c'est permis. Je vais vous expliquer la différence entre le cas d'une passoire et le cas qu'on explique maintenant, de votre question. Si vous avez des tomates et de l'eau mélangée, comme des pâtes, les pâtes dans l'eau, et puis les pâtes, une fois qu'elles sont cuites, on le verse dans la passoire, et puis l'eau, elle s'en va. La kavana, quand vous mettez dans la passoire, votre kavana, c'est de séparer l'eau des pâtes, oui. Là, en l'occurrence, il n'y a pas un mélange d'eau avec la tomate. Le mélange se fait au moment où vous mettez de l'eau sur les tomates. Et aussitôt que l'eau touche les tomates et nettoie les tomates, extrêmement, elle s'en va. Donc, vous n'avez pas fait un maassé de séparation. C'est immédiat. Au moment où ça se mélange, ça se sépare. Donc, ça, c'est pas il n'y a pas le histoire de borer dans ça. D'accord. Donc, on peut faire ça Shabbat. On peut faire ça Shabbat, oui.
D'accord, merci. Autre question? Excusez-moi, Rav, encore une question par rapport au cours que vous avez déjà donné. Oui. C'est pour Zoré, la Mélacha Zoré. Je voulais savoir si on pouvait secouer dans son balcon. Enfin, chaque maison en Israël, elle a une petite mirpéfette, c'est une petite cour. Comme ça, est-ce qu'on a le droit de secouer une nappe avec du pain? Et ça tombe, bien sûr, dans notre balcon, ça va pas loin. Je pense vous avoir dit quand on avait fait Zoré, la Mlacha de Oui. Zoré, que les khatrila, on évite. Ah, même s'il n'y a pas de vent, même s'il n'y a pas de vent. Les khatrila, on évite. Pourquoi je dis les khatrila, on évite? Si vous vous rappelez, on avait défini la Mlacha de Zoré. Zoré, je vous rappelle, donc c'est projeté au vent, vanné. Oui. Mais Ikaradin, dans le Talmud de Babli, Zoré, c'est la mlacha qui consiste à projeter au vent avec des pelles le mélange des grains de blé avec la paille qui l'entoure, le mos qui l'entoure, et le vent pousse la paille qui est plus légère et le grain il tombe par terre. Ça veut dire qu'on utilise le vent pour faire une séparation. Ça, c'est le Talmud Babli. Par contre, pulvériser, quand vous avez le même élément, vous ne séparez rien, vous pulvérisez quelque chose, comme vous avez au milieu de deux pains là, puis vous les projetez au vent, ils vont aller à gauche, à droite comme ça. Après le Babli, il n'y a pas de problème. Mais Admor Zaken, dans Shulchan Aruch, il est machmir, alors je vous rappelle à l'Acha, de dire qu'on n'a pas le droit de cracher au vent, de postillonner au vent, les khatrila en tout cas. Parce que quand vous postillonnez, vous n'êtes pas en train de séparer quoi que ce soit, seulement il y a des petits morceaux de salive comme ça qui sont vent à gauche, à droite. Je ne parle pas de portée, hein, on est dans son jardin. Eh bien, les khatrila, on est machmir dans ça, les khatrila. Et donc, c'est la raison pour laquelle votre cas est à identifier avec le cas de cracher au vent. Quand vous secouez par la fenêtre, dans un endroit bien sûr fermé, et vous avez vos petites miettes qui vont aller à gauche, à droite, ça ressemble un petit peu à Zoré, donc c'est à éviter. Sauf si maintenant, vous arrivez à prendre votre nappe et très doucement par la fenêtre, bon, vous versez tout par terre, à l'extérieur, oui. Mais si vous projetez au vent, vous vous aidez du vent, les khatrila, on ne fait pas. On fait attention. C'est que pour les miettes de pain ou ça peut être par exemple des épluchures de pommes ou des petites saletés? Il n'y a pas de différence. Les chaora, il n'y a pas de différence. Même Ah, en d'accord. général, c'est dans les petits éléments, mais les chaora, en tout cas, je ne vois pas de différence. Ah, d'accord. Et même si c'est une serviette, par exemple, il y a juste une serviette qui est un peu sale, jetée aussi, Voilà, a on priori, évite. ouais. Trouvez Ah, une autre d'accord. solution, ou à la poubelle, ou vous le jetez doucement par la fenêtre, mais pas le projeter au vent. Ah, d'accord. Ah, merci beaucoup, j'ai compris. Je vous en prie. Autre question, messieurs, dames? Allez-y. OK, alors, je vais passer à un autre registre. On est toujours en vacances. Les hommes, on a le problème, quelquefois on est en vacances, il n'y a pas un migvé à côté. Quand on a un migvé, on va au migvé, on n'en parle plus. Kalvachomer pour les femmes. Hein. Les femmes font très très attention. C'est pas du tout recommandé de se trouver à devoir aller au migvé en plein milieu des vacances s'il n'y a pas un migvé. Un vrai mirchol, il faut faire attention. Pour les hommes, il y a plusieurs solutions. Si vous vous trempez dans une rivière, à la mer, Kalvachomer, c'est un bon migvé. Et même si vous avez un maillot, pour plusieurs raisons. Avec un maillot, d'abord parce que très souvent le maillot n'est pas serré complètement, donc l'eau elle se glisse sous les élastiques. Et deuxièmement, beaucoup de poskim pensent que dans une de Tara pour l'homme, même s'il y a un khatitsar, bimi ou tagouf, pour une minorité du corps, ça marche quand même. Donc on peut se tremper, même avec un maillot, il n'y a pas de problème. Je vais plus loin. Si on n'a pas, il y a un moins bien qui marche pas pour les femmes et qui marche encore pour les hommes, une piscine. Une piscine, c'est Maïm Shaouvim, c'est de l'eau puisée. C'est complètement pas souple pour une femme. Et pour un homme, c'est cachère encore. Un homme qui va dans une piscine, c'est cachère. Par contre, s'il y a le filtre qui nettoie l'eau, c'est Zochalim, ce qu'on appelle Zochalim. Donc là, encore une fois, il y a des discussions dans les poskim. Est-ce que Maïm Zochalim, c'est cachère pour l'homme? Pour les femmes, c'est niet, hein, c'est sûr que non. Et pour les hommes, c'est marloquet.
Donc, pour les hommes, si on peut demander au propriétaire d'arrêter la pompe au moment où vous trempez dans la piscine, c'est bien. Pour ceux qui connaissent un peu ça, quelquefois la pompe, elle ne va pas jusqu'au fond de la piscine. Si elle est à moitié de la piscine seulement, vous plongez au fond de la piscine, dans les parties qui ne sont pas supposées être enlevées par la pompe. Disons que la hauteur, c'est 1 mètre, disons. Et que la pompe, elle vous prend l'eau sur 50 cm seulement. Donc, vous plongez dans les 50 cm qui sont au fond, et donc les maïms, ils sont zochalim au-dessus de vous. D'après le Shulchan Aruch, d'après le Mechaber, c'est moutar. Le Rama, il dit qu'on est mahmir, mais pour les femmes. Mais pour les hommes, beaucoup de poskim disent qu'on peut être mekil. Bon, je vous donne des coups de team comme ça, parce que des fois, période de confinement, on était bien embêtés avec le milieu. Hein. J'avance. Et si je n'ai pas de ruisseau? Et si je n'ai pas de piscine? Et même pas une piscine avec la pompe qui tourne. Est-ce qu'il me reste encore une solution pour faire cette Tvilat Ezra? Tvilat Ezra, c'est la takana que Ezra a imposée aux hommes de tremper au mikvé quand ils ont été méchamèches avec se sont rapprochés de leur épouse. Il y a le système qui s'appelle Tisha Kabim. Tisha Kabim, dans les poskim, il y a beaucoup de chitotes. Le plus petit, c'est 12, 13 litres. Souvent, on dit 22, 23 litres. Il y en a qui vont jusqu'à 25, 26 litres. En tout cas, si on prend un seau comme cela d'eau et qu'on se verse dessus sur le corps, même que tout le corps est mouillé, c'est considéré comme un mikvé. Bien sûr, pas la qualité d'un vrai mikvé, mais ça compte. Ça s'appelle Tvilat Ezra. Et si on n'a pas de seau, on peut même prendre de l'eau de la douche. Attention, hein, pas de l'eau chaude. Hein. Je vous ai fait tout un show là-dessus. Pas de l'eau chaude pour Shabbat et Yom Tov, mais avec de l'eau froide. Pour Tvilat Ezra, on peut faire, même en semaine, hein, je parle de l'Abdavka Shabbat, même en semaine, on a le droit de laisser la douche couler, et c'est à vous de voir selon l'intensité de l'eau qui sort. Hein, il y a un débit, un certain débit, regardez le débit. On fait une expérience, au bout de 2 minutes, il y a 5 litres. Bon, alors, 2 fois 5, 10. Au bout de 5 minutes, vous savez que vous avez vos 20 litres largement. Savoir, c'est selon le cas, selon le débit de l'eau. Et donc, on est certain que cette quantité d'eau, on l'a pris sur soi, et ben c'est cachère, on a fait Tvilat Ezra. Et là, on est marmire. Hein, il faut faire attention. Hein, Bediavat, ça marche. Hein. Divrei Torah, même quand on est tamé, on étudie, on fait la tfila. Après s'être nettoyé, bien sûr. Mais les ratrila, on essaie d'être makpid. Hein, le Rambam, il a dit, je ne l'ai pas écrit dans mon Yad HaChazaka parce que la tfila Ezra est mitbatelet. Mais, comme ça dit le Rambam, miyama elo bital tiota. Toute ma vie, j'ai toujours été makpid sur tfila Ezra. Donc, c'est un baal kri, ils vont migrer. Ou en tout cas, Tishra Kabim. Donc, pensez, c'est très pratique ce Tishra Kabim. On prend un tachmish, donc vous versez comme ça cette quantité d'eau, ou bien une douche, les chèmes, être sûr qu'il y a la bonne quantité. Et puis voilà, on est considéré comme Tahor. On peut aller à la Tfila avec Tahor. Ça, c'est donc le din du mikvé pendant les vacances. Alors, encore un petit détail dont je vous passe comme ça en revue, une quantité d'halachot comme ça des vacances, hein, toujours confronté. En général, j'allonge beaucoup sur sa halachot sur le inyan de faire un hérouve. On est Israël confronté à ça. Mais en France, tous ceux qui sont en vacances, sont dans des villages de vacances et tout, ils ont un problème Shabbat. Donc, je fais un grand shiur en général, comment fermer, comment faire un hérouve Chatserot, comment faire hérouve Troumim aussi. Hein, des fois, on veut aller un peu plus loin. Pour la choule, elle est à 2 km, donc on veut faire un héros troumim pour pouvoir y aller. Donc, ça demande. C'est cover brachal asmo. Ces chélotes là, elles demandent un shiur complet là-dessus. Bon, mais vous êtes moins confrontés à ça en Eretz Israël. Par contre, certains vont, de moins en moins maintenant, les vacances sont courtes maintenant. Ceux qui ont 3 semaines, elles vaillent, 2 semaines, souvent même 1 semaine. Mais il n'y a pas si longtemps, les gens prenaient un mois de vacances. Quand on est plus qu'un mois de vacances, c'est marloquet à poskim s'il faut mettre une mezouza sur la maison que vous avez louée, qui a pas d'adringoy. Donc c'est bien que si vous allez rester plus, c'est bien d'en mettre une sans bracha. Comme c'est marloquet, donc on met sans bracha. Voilà.
Maintenant, je vais vous parler d'une halakha par toujours. On est en vacances, vous êtes en groupe, vous êtes parti en groupe, dans un hôtel, un séminaire, etc. Vous savez qu'il y a un problème. Le minag, bien sûr, je vous ferai un chiour plus profond sur cela en expliquant tous les tenants et aboutissants, mais c'est le problème. Sachez que si vous êtes dans un hôtel et qu'il y a 50 femmes qui allument dans la salle à manger les unes à côté des autres, al-pi halakha pur et dur, c'est un problème. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que dans la mitzvah de Adlakat Nerot, elle contient deux choses. Elle contient d'abord l'éclairage de la maison, Mishum Shalom Bayit. Shema Yikashel Ben Be'etz ou Be'eben. Quand il fait sombre, on n'est pas de bonne humeur, on trébuche, on se croit. Ravi ont voulu de la lumière. Ça veut dire que dans un endroit qui serait, d'après cette raison-là, un endroit qui serait éclairé électriquement, il n'y aurait même pas besoin d'allumer. Mais il y a une deuxième raison. Une deuxième raison, c'est ce qu'on appelle Chiyuv Hagouf. Pas Chiyuv Habayit, Chiyuv Hagouf. Ramim nous ont imposé que chacun allume. Alors, que fait-on maintenant de ce Chiyuv Hagouf si on est invité? Vous êtes invité. Alors, écoutez bien le cas. Un cas mamash pointu et très très fréquent. Une jeune fille, elle se marie, le premier Shabbatot, elle n'est pas chez ses parents. La maman allume ses bougies et sa fille va allumer dans la salle à manger. C'est un gros problème. Pourquoi c'est un gros problème? Parce que la maison est déjà éclairée. Donc le chiyuv d'avoir d'éclairage, il est rempli. Et le chiyuv hagouf, étant donné que la fille elle est invitée chez ses parents, un invité qui est somer hashulchan au rav, qui s'appuie sur qui est invité à manger, il devient ben bait. Donc il est quitte par la dlaka de sa maman. Et de la même manière, quand il y a 100 familles qui sont dans un hôtel pendant des vacances, c'est la même chose. On est dans un endroit qui est éclairé, il y a beaucoup de bougies allumées, on a tous le même repas, c'est pas qu'on a payé sa quote-part. Dans la mesure où on a payé sa quote-part, on peut imaginer que puisqu'il a payé une partie du repas, il a le droit d'allumer pour sa partie. Il y a beaucoup d'invités, tous les invités, comment ils font? Je vais vous donner rapidement une réponse. C'est une question connue dans les poskim, le Ksot, le Raphaël n'avait pas de ça, les grands poskim parlent, il avait David, beaucoup de poskim parlent de cette question-là. Question très simple. Je suis en train de dire maintenant, remettre en question un Minag Israël Toraï. Quand il y a 10 personnes, vous invitez 3 familles chez vous, les trois dames que vous invitez, elles allument. Eh bien, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Parce que le chiyuv d'avoir de la lumière, il y en a, et le chiyuv personnel, il est rempli par celui qui vous invite. Alors, la réponse la classique qui a été donnée, c'est que même sans y penser, l'invité, la femme invitée, bon, c'est comme ça, bestam, c'est comme si elle pensait me fourrage qu'elle ne veut pas être quitte par de la cas du balabait qui vous invite. Mais le mieux, c'est vraiment d'y penser. Si vous êtes invité, une fille mariée, elle vient de se marier, elle est invitée chez ses parents, quand elle va chez ses parents, les poskim disent c'est mieux que la fille allume avant la mère. Parce que si elle allume après la mère, déjà, elle est quitte par la mère. Non, si on peut. Sinon, Milechatrila, elle pense, je ne veux pas être quitte par la de ma mère. J'ai le droit. La maison est éclairée, certes, mais il y a un chiyuv atzmi, un chiyuv hagouf allumé. Je voudrais l'accomplir moi-même. Je ne voudrais pas être quitte par mes parents. Je vais allumer de moi-même. Alias, pour vous expliquer le concept, c'est un peu comme à Hanouka. Notre minag, c'est que tous les garçons allument. Et de Pashtout, comment ils allument? Et voilà, ils sont quittes par la dlaka du papa. Alors, une des réponses, la réponse la plus classique, c'est que les enfants, sans y penser vraiment, c'est comme s'ils disaient « Je ne veux pas être quitte par la dlaka de mon père ». Le Taz, beaucoup de postes qui m'expliquent comme ça. Il y a un autre pshat, mais bon, c'est le pshat classique, traditionnel. À l'image de cela, pendant ces vacances, si vous êtes dans un endroit, plusieurs femmes dans le même endroit, dans le même oulam, et tout le monde allume dans le même oulam, c'est bien qu'elle dit je ne veux pas être quitte par la côte des autres personnes. Je veux la mienne. Une fille qui est invitée chez une amie, une fille chez ses parents, les parents chez leurs enfants, voilà.
la maman, elle est invitée chez sa fille qui vient de se marier, ou voilà, les parents, les grands-papas, papa, maman, papi, mamie, voilà. Papi, mamie, ils vont passer un Shabbat chez leurs enfants. Eh bien, la mamie, elle doit dire dans sa tête, je ne veux pas être quitte par ma fille. Elle va lui mettre dans la salle à manger, sur la table et tout. Je ne veux pas être quitte par son image. C'est bien d'y penser. Ouais, c'est un petit saut de cheverde un peu dur, mais pensez-y, ça évite quand même un problème et ça répond à beaucoup de questions. Des questions, je vous écoute. D'autres questions? Pas de questions, mesdames? Allez-y. Excusez-moi, Rav, un petit diouk par rapport à cette halakha. Et si jamais les enfants qui sont invités chez les parents, ils allument dans leur maison et après ils viennent manger chez leurs parents et le soir ils repartent dormir chez eux, est-ce que ça ne donne pas une solution à cette question? Ça donne une solution, madame, dans la mesure où bien la fille, elle reste un petit moment près de ses bougies qu'elle vient d'allumer, de telle sorte qu'elle en profite, ou bien qu'elle en ait au moins une qui soit suffisamment longue, de telle sorte que quand elle rentrera chez elle, cette bougie sera allumée. S'il n'y a aucune des deux conditions, ça veut dire que l'aura allumée, elle n'aura pas profité de ces bougies, c'est bracha le batala. Non seulement elle n'est pas quitte, c'est bracha le batala. Donc moi, ce que vous venez de dire, je le préconise. Je dis aux gens qui sont invités, pour éviter tout le problème que je viens d'évoquer, allumez chez vous, là où vous dormez, mais arrangez-vous pour profiter. À pire, il y en a une, elle m'a dit qu'elle avait des chauffe-plats, ça dure 2h30, elle rentrait à 3h du matin. J'ai dit, au moins une, tu prends une bougie de 24 heures. Ah oui, en plus, c'est pas toujours qu'on rentre, qu'ils retournent dormir chez eux. C'est vrai qu'ils habitent loin, donc en principe, ils dorment chez les parents. Ah d'accord, j'ai compris. Calvaron, vous vous rendez compte? Vous allumez Oui. chez vous, il n'y a personne qui profite de ces bougies, c'est vraiment après le matin. Ah oui, ah oui, oui. Ok, merci. Je vous en prie. Allez-y, autre question? Pas d'autres questions? Alors, mais Inyan et Inyan, je reste toujours dans ces... On a été envahi par des mouches, par des moustiques, etc. Beaucoup de gens demandent est-ce qu'on a le droit. Il y avait une maison où il y avait des souris. Est-ce qu'on a le droit de mettre un piège à souris à la maison? On a le droit de mettre un piège à mouche, etc. à la maison. Si vous faites cette opération-là avant Shabbat, c'est-à-dire Shabbat, vous ne faites rien. Ce sont les ustensiles qui travaillent pour vous, c'est moutard. Vous pouvez mettre un piège à souris chez vous, vous pouvez mettre un scotch, met des scotch comme ça, sur lesquels les insectes se collent. C'est moutard, ça aussi. Vous avez le droit de mettre une espèce de petit poison là qu'on met branché sur le secteur. Ça aussi, on a le droit de le faire parce que vous le faites avant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de le faire pendant Shabbat? Pendant Shabbat même. Je pense vous l'avez dit à une autre occasion. Si vous mettez de l'insecticide dans une pièce, mais qu'il y a une fenêtre un peu ouverte, c'est moutard. Pourquoi? Parce que ce n'est pas psychréché, ce n'est pas sûr que vous allez tuer des insectes. Seulement, vous mettez un poison comme ça, les insectes qui vont sentir vont se sauver. Et ils ont une possibilité de se sauver. Dès qu'ils ont une possibilité de se sauver. Donc, ce n'est pas psychréché, ce n'est pas sûr qu'on les tue, donc c'est moutard. C'est une solution. Mais mettre un piège avant, donc je dis ça parce que les gens en vacances disent oh, c'est insupportable, on était à l'hôtel, il y avait toutes sortes de... Voilà. Avant Shabbat, vous mettez ça, ou bien pendant Shabbat, vous mettez donc un insecticide en laissant la porte un peu ouverte, la fenêtre un peu ouverte. Voilà. Autre question? Alors, je vais conclure peut-être avec des halakhot, mais on va revenir, pour être pragmatique. On est à 2-3 jours de Tchah B'Av. Tchah B'Av, tout le monde doit jeûner. Presque comme Yom Kippour. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu une quantité de coups de fil, de messages, des femmes qui vont bientôt accoucher, des femmes qui allaitent, des femmes qui ont des enfants de moins de 2 ans, auxquelles on a donné le éther le 17 Tammuz de manger. Donc elles reviennent pour Tisha B'Av. Malheureusement, la réponse est que non. Il y a une dame, que Dieu la bénisse et de sa famille, qui vient d'avoir des triplés, il y a 2 mois. Ma réponse a été la suivante. Madame, vous êtes
une femme, on va dire, qui allait, ménica. Une ménica doit jeûner. Maintenant, vous me dites, vous avez 3 enfants, donc la situation est difficile, certes, mais la halakha dit que vous devez jeûner. Maintenant, il n'y a pas un éther dans le Shulchan Aruch qu'une femme qui a des triplés, elle peut manger. Il n'y a pas une halakha comme ça. Maintenant, je vous dis le point, la nekuda. La nekuda, c'est que, je pense que vous l'avez dit la semaine dernière, un malade, un cholé, il a le droit de manger. Et d'après le Mechaber, il n'a pas besoin de faire les shiurim et tout. Il demande ce dont il a besoin. C'est quoi un cholé? Quelqu'un qui a alité, quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui a une grippe, quelqu'un qui a calvachomer, ceux qui ont eu des séquelles avec le Covid-19. C'est évident, ces gens qui ont un guédère de malade. Quelqu'un qui a fait 3 jours d'hôpital, quelqu'un qui est sorti en bonne santé, c'est un cholé. Un cholé peut manger. Un cholé peut manger. Donc j'ai dit à cette dame, madame, vous n'êtes pas chola, vous êtes en bonne santé, bon, fatiguée, une maman de triplés, elle est fatiguée. Donc, normalement, vous jeûnez. Maintenant, si vous voyez, avec toutes les précautions, après avoir bien mangé, après ça beau reposer comme il faut, vous risquez de faire un malaise, c'est autre chose. Mais c'est au cas par cas, elle doit appeler le rab. Et une étape que je donne, mesdames, c'est les dames qui m'écoutent. C'est une aura qu'on a entendue de Rav Wosner des grands. Le chiyuv du ta'anit, il est plus que le chiyuv de la tfila. Ça veut dire que si je disais à une femme, madame, restez au lit pendant les 24 heures, faites rien, ni tfila, ni rien, c'est mieux que de casser le jeûne. Vous voyez? C'est un chiyuv. C'est un chiyuv. Même Yom Kippour. Yom Kippour, imaginez une femme qui dit, moi, si je jeûne, impossible de faire les tfilotes. Même pour un homme. Un homme, il dit, voilà, moi, je suis obligé de faire les tfilotes, je suis Shaliach Thibaut, mais le prix à payer, c'est que je mange. Il faut dire, non, tu ne fais pas Shaliach Thibaut. Tu ne fais pas. Le jeûne, le Ta'anit, le Yom Kippour, il est d'Oraïta. La tfila, c'est des Ramadan. Donc, si le prix à payer, c'est de ne pas faire la tfila, vous vous reposez. Je conseille à beaucoup, beaucoup de femmes de rester à se reposer chez elles, c'est tout. Voilà, se reposer, rester au lit, il n'y a pas de problème. Il y en a une qui m'a dit, bon, mais si je ne travaille pas, je deviens folle. Je dis, bon, si le prix à payer, c'est que vous travaillez, pas travailler, ça vous occupe l'esprit. Mais s'il n'y a pas un problème de sakana, d'être plus malade, il faut essayer de le faire. Dans les meilleures conditions, en vous reposant, rester au frais. Maintenant, il fait 34 degrés à l'ombre aujourd'hui. Dans certains endroits en France, il fait 40 degrés à l'ombre. C'est horrible. Je comprends que c'est très dur. Dans ces cas-là, il ne faut pas se promener dans la rue, il ne faut pas être sous le soleil. Il faut se mettre dans les meilleures conditions, au frais et tout, pour pouvoir faire un ta'anit comme les chachamim veulent. Et on espère que cette souffrance-là, le sang que l'on a donné, fait que beaucoup va accepter notre tchouva dans ta chaîne. Voilà. Donc, je voulais revenir sur les questions les plus fréquentes que j'ai eues. J'ai encore une question que je vous la transmets. Bon, on n'a pas le droit de laver. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de laver les habits. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai eu un problème. Tous les habits que j'ai eus, tous, ça s'est renversé, tout a été. C'est ça. Alors, effectivement, si maintenant il n'y a aucun habit qu'on a, c'est assourd de laver. Mais il y a un lien de kavod abriot. Je vous ai expliqué à une autre occasion qu'on n'a pas le droit de déchirer du papier. Mais si on est aux toilettes, on n'a que du papier non déchiré, on le déchire avec un chinouille, à cause de kavod abriot. Il ne faut pas être bête non plus. Mais ça veut dire qu'on fait un issour, mais parce qu'il n'y a pas le choix. Mais ce n'est pas que ça devient moutard. Il faut bien comprendre les akdarot, le statut de ces halachot-là. Une personne qui dit j'ai aucun habit propre, je dois les laver, lavez-les, mais sachez que c'est assour. Vous le faites parce qu'on ne peut pas sortir avec des habits sales, ça n'existe pas, c'est un moment de kavod. Mais les rares de la interspéciale, mais ce n'est pas que c'était moutard. C'est pas que c'est moutard, vous voyez, c'est pour bien comprendre. Un malade à Tisha B'Av, c'est moutard de manger. Il ne fait aucun issour. Mais quelqu'un qui a sali tous ses habits et qu'à cause de ça, il est obligé de laver, on lui donne le éther, c'est pas que ça devient moutard. C'est parce que il est obligé de laver, mais c'est pas moutard. C'est une nuance importante, vous voyez? Nuance importante. Bon, voilà. Si vous avez encore d'autres questions, je suis à vos dispositions. J'avais encore une question par rapport au cours que vous nous avez donné. Si par exemple, on a un tiroir avec tous les couverts mélangés, couteaux, cuillères, fourchettes et tout ça,
Et en fait, on cherche une petite cuillère dans tout ce tiroir. Est-ce que ça s'appelle borer de chercher ou non? Non, madame. Ça s'appelle derer chipous. Vous êtes en train de chercher, vous n'êtes pas en train de faire 2 paquets. Alors, pour trouver votre petite cuillère, vous êtes obligé de pousser les fourchettes, les rancots, etc. Vous êtes mechapes. Si je Ah, vous fais faire ça, je ne dis pas que cette dame, elle est en train de trier, de faire 2 paquets. ah Vous voyez oui, ah super. une très grande nuance. Mais Ah, vous merci. la sentez, la nuance, madame? Oui, oui, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Allez, messieurs, dames, encore 2 ou 3 questions. Après, je vais courir à Mincha. Pas de questions. Je n'ai pas entendu beaucoup les hommes aujourd'hui. Allez, messieurs. Est-ce que je peux encore poser une question? Dis, madame, allez-y, c'est à votre disposition. Voilà. Si, par Mesdames, exemple, Nachin Tchikaniot, madame. On est sorti d'Égypte avec le trou des dames. On sortait d'Égypte avec le trou des dames. Allez-y. voilà. Si par exemple, on a fait le repas de samedi midi et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas mis assez de viande, mais d'autre part, on a de la viande déjà cuite dans le frigidaire et bon, et la viande, elle est un peu avec une gelée, comme elle est froide, elle a un peu une gelée, avec de la gelée. Comment je peux la rentrer dans mon plat chaud de samedi midi? Bien sûr, en dehors de la plaque. Alors, quelles sont les comment on peut s'arranger pour faire ça? Alors, madame, que votre viande avec un peu de gelée dans le frigo, c'est Oui. impossible qu'elle soit sur une marmite sur la plaque. Ça, c'est impossible. Non, voilà, pas sur la plaque, pas sur la plaque. Je vais retirer. Je précise pour que tout le monde comprenne bien votre question. Je sais que vous avez compris la question, vous. Donc, Oui. quelque chose qui est dans le frigo, ce n'est pas question de la mettre dans une marmite sur la plaque. Maintenant, vous voulez réchauffer, j'ai compris. Vous avez une cuisse de poulet avec un peu de gelée dessus, un peu de graisse. Vous voulez la réchauffer. Et donc, vous avez la dafina qui est sur la table et vous voulez mettre votre viande dans la dafina pour qu'elle chauffe. Voilà. Les poskim disent que la viande, c'est davar yavesh. Dans davar yavesh, en bishul achar bishul. Donc, le keli rishon, la dafina que vous avez, c'est keli rishon. Elle a un corps de cuir. Mais elle ne peut pas cuire quelque chose qui a déjà été cuit. Par exemple, je donne un exemple qui est clair et net, sans marloquette. Vous avez un œuf dur, déjà cuit, froid. Vous pouvez le mettre dans la daf, il va ressortir bouillant, aucun problème, hors du feu, hein, bien sûr. Dans votre question, vous avez dit qu'il y avait de la gelée. Donc la gelée, c'est quelque chose qui a, certes, qui a un peu durci maintenant, mais qui à l'origine était liquide et qui va redevenir liquide. Là, Admorazaken, il est marqueur. Donc pour répondre à votre question, il faudrait prendre un sopalin, un essuie-tout, vous enlevez la gelée, et quand toute la gelée est partie, vous mettez votre morceau de viande dans la daf. Est-ce que je peux mettre ce poulet avec la gelée dans un kélis feni, la tafina du kélis feni? On peut faire ça? Oui, vous pouvez. Puisqu'on tient que chez Niché, donc normalement, il y a des cas dans Kéliché, mais je vous donne le éther. Il y a des cholki, mais je peux vous donner le éther. Oui. Merci. Moi, je peux poser une question? Ah, bien sûr, je suis là pour ça. C'est gentil. Je voudrais savoir une fois pour toutes la Maskana et votre avis, parce que, bon, Hachem, enfin bon, bref. Au niveau des glaçons. Oui. Au niveau des glaçons, est-ce qu'on peut utiliser l'eau qui provient des glaçons, de Shabbat, hein, je parle, et est-ce qu'on peut, je demande vraiment d'une réponse claire, est-ce qu'on peut faire des glaçons Shabbat? Bon. Question peut-être que vous avez entendue 20 fois, mais on m'a jamais donné une vraie réponse. Comment c'est votre prénom? Moi, c'est Eliaou Hadjadj. Vous me connaissez. Rabeliaou. Ouais. Rabeliaou, je vous fais une réponse rabbinique. Ah. Réponse rabbinique, je vais vous dire. C'est pas comme pour le Shalom Bayit. C'est pas moi qui ai tort à chaque fois. Rabbinique, je veux dire. La réponse, c'est que c'est une marloquette dans les poskim. C'est une édition d'abord. Ah, c'est pas. D'accord. Il y a des poskim qui permettent et des poskim qui interdisent. Donc, bon, chez Chabad, alors qu'on pourrait aller plus loin. Chez Chabad, on a plutôt tendance à être marqué. On va pas mettre de l'eau et dans. Mais si il y a des glaçons qui ont fondu, on prendra profiter de l'eau.
On pourra quoi? Profitez de cette eau-là. Alors maintenant, si vous voulez les faire fondre, vos glaçons, il faut le mettre toujours dans un liquide. Donc, il va fondre dans un liquide. Ça, c'est moutard. Vous prenez du coca, qui est un peu chaud, vous mettez des Oui, glaçons. non. Non, je parle des glaçons, mais dans une glacière et qu'à force, bah, on ne prend pas tout et il y a de l'eau qui vient du fond, quoi. Voilà. Et sur ça, on démarre bien. Maintenant, s'il y a de l'eau, Ah, donc on ne prend pas. Rabat, on ne prend pas. on ne le fait pas. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est ce que je fais, d'accord, ok. Voilà. Mais est-ce que Shabbat, il manque des glaçons? Est-ce que je peux en faire? De l'eau? Il y en a qui permettent, notre usage, c'est de ne pas en faire. Ah, ni quand ça décongèle, ni pour congeler, quoi. Les deux, d'accord, ok. D'accord. Bien qu'une fois, je vous dis, il y a beaucoup de terribles, hein, mais vous me demandez en tant que rabat, c'est comme ça la hanaga. Non, pour nous, non. Moi, je parle pour nous. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi, c'est bon. Autre question? Bah, il y en a, non. Enfin, il y en a tellement, mais il faut que ça vienne, quoi. Allez, encore une ou deux, parce que je dois foncer à Mitra, là, ils m'attendent. Allez-y. Bah, au problème que les Juifs, ils ont soif de Torah, c'est ça qui est essentiel. Bah, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait un thé Shabbat? Un thé. Oui. Écoutez, il y a plusieurs solutions pour le thé. Avec les turcs. De thé, ça vous le savez. Allez, Vous prenez mental? Non. bah oui. Allez. plusieurs chopes de thé et vous le laissez comme ça infuser dans Erev Shabbat, ça vous fait un concentré. Et ce concentré, après, vous le mettez dans Kelisheni, pendant Shabbat, dans Kelisheni de l'eau bouillante de Kelisheni, vous ajoutez ce concentré et ça vous fait du thé. Ça, c'est une solution. Oui. La deuxième, bon, pas toujours on a le temps de le faire. L'autre solution, beaucoup de là, malheureusement, on rentre dans la deuxième et la troisième, on rentre dans des marloquettes. Alors, la deuxième solution, c'est faire dans Kelish Lishi. Dans Kelish Lishi, bon, on prend du kumkum dans un bol et un bol dans un deuxième bol. Dans ces Kelish Lishi, là, l'immense majorité des poskim me permettent. Bon. Et d'après les marchmirim, d'après ceux qui sont marchmirim, il faut faire la chose suivante. Et je sais qu'on l'a fait chez nous et ça marche très bien. Vous pouvez le faire dans de l'eau après avoir attendu que l'eau soit chaude mais pas bouillante. Dès que l'eau n'est plus bouillante, et le thé il se fait très bien. Faites l'expérience, vous allez voir. De l'eau chaude, bouillante. Et soit moins que Yatsolé d'être beau. Vous mettez un peu le doigt, vous voyez qu'on ne se brûle pas, vous goûtez l'eau, elle ne se brûle pas. Vous mettez votre thé dedans, là c'est sûr, c'est moutarde après tout le monde. Voilà la troisième solution. Ah, super. Ou bien du concentré, ou bien dans un verre quelconque, où on a attendu qu'il refroidisse un peu. Et le miel, on peut le mettre dans le Kelisheni? Le miel, Oui. le miel, est-ce qu'on peut le mettre dans le Kelisheni? Le miel, c'est cru, hein, je pense. C'est pas cuit le miel. Ah, d'accord. Attention. C'est pas un taveline, ça s'appelle pas un taveline? Et ouais, mettez dans Kelishni, c'est mieux. Ah, d'accord, très bien. À moins que ce soit du miel, il faut voir dessus la composition, quoi. Ah, d'accord, merci. Voilà. Shalom, Rav. Je voulais Si je peux me permettre, pardon. Concernant le thé, ça veut dire qu'on le met dans le kishlishi, mais on n'enlève pas le thé, on peut enlever le thé de l'eau. Est-ce qu'on peut l'enlever? J'ai eu l'occasion d'expliquer comment on faisait quand on a fait Borer. Vous avez le droit d'enlever le sachet de thé avec une grande cuillère et du liquide. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Et si je peux me permettre une dernière question, enfin, je sais pas. J'ai eu ça chez le Rav Forkash, que lui permet du kumkum au keli et le thé dans un autre, enfin, disons, du kumkum au verre directement. Dans le verre, un autre verre, le thé et mettre l'eau dedans. C'est ça qu'il dit, Rav Forkash? J'ai pas bien compris ce que vous dites. Il y a d'abord le kumkum, un premier verre et ensuite le thé dans un autre verre et l'eau chaude qu'on a pris le kumkum dessus. Ah, ça veut dire Irou Mekelisheni. Oui. Irou Mekelisheni. Oui, il y a des poskim qui. Je vais vous dire mieux. Il y a des si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, hein, mais bon. Ouais, je crois. C'est parce que il y a un Tzemar Tzedek, c'est Mashmad de Tzemar Tzedek, que même dans Kelisheni, on peut le mettre. Ah. Oui, c'est pour vous dire. Ah, d'accord. On n'est pas. Quand vous dites Kelisheni, c'est ce qui vient l'eau qui vient du kumkum directement. Dans le premier verre. D'accord. D'accord.
À plus forte raison, si de ce verre vous versez, c'est Iroui. Ouais. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Je vous dis au Ben, revoir. merci beaucoup. Que Dieu vous Au revoir. bénisse. Et On a cours au mois d'août, Rav Zerbib? on va se tenir au courant, je vais voir. Je vous dis ça parce que j'étais en Pologne en début la semaine dernière. Je n'ai pas pu te donner parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc, ça va être beaucoup de paramètres. Ah, ok. Mais si je peux le faire, je le ferai. Non,